tu fais pour avoir autant la pêche? Là, je pense à Rocky. Qui? Rocky Balboa. C'est facile. Pour Stallone non plus, ça pas marché ici. Édition spéciale ce matin parce que nous avons appris cette nuit la mort de Johnny Hallyday. Attendez. Lui, c'était spécial. Je vous demande pardon. Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny. Oui, je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut, mon pote. Comment c'est tellement pas réel, on a l'impression, on a une sensation. Il y a tellement de choses à raconter qu'on est un peu dépassé et surtout on n'a pas l'impression que c'est réel. On n'a pas la sensation que cet homme va mourir ou est mort. C'est inconcevable. Toute son amitié, tout son talent, qu'est-ce que... Et quand j'ai fait, je me souviens quand j'ai fait tout son parcours, à la fin, j'ai pleuré. C'était trop. Le PSG salue à sa manière la mémoire de Johnny Hallyday. L'idole des jeunes a rythmé la rencontre du Parc des Princes, de l'échauffement où résonnent des noirs c'est noir ou des que je t'aime, jusqu'à l'entrée des artistes sur la pelouse sous des airs de je suis né dans la rue. Un hommage en chanson qui a touché les joueurs sur le terrain. Tu vas faire le voyage avec Jean d'Ormesson. Vous allez bien vous marrer. Tu n'as pas oublié de vivre, Johnny. Tu as vécu 1000 vies en essayant toujours de nous les faire partager. On a un dieu, mais pour moi, mon dieu, c'était Johnny. C'est un membre de ma famille qui vient de disparaître. Tu nous as aussi fait partager ta mort à nous et à tout le public d'une manière merveilleuse. Johnny Hallyday. Si Louis de Funès a été le comique français à traverser les générations, des années 60 à nos jours, Johnny aura été le chanteur français à avoir fait la même chose. Qu'on l'aime ou pas n'est pas la question. Tout le monde connaît Johnny. Et je parle au présent, car comme tous ces témoignages viennent de le montrer, toutes ces personnes qui croyaient qu'il était éternel et qu'il ne mourrait jamais, eh bien quelque part, il est toujours vivant, et il le sera toujours, notamment au travers de ses chansons. Moi par exemple, je ne suis pas fan de Johnny. Bon, j'aimais bien le personnage, j'aimais bien certaines chansons, j'aimais bien ses bourdes à la télé. Est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football? J'en connais quelques-uns, bon, bien sûr, je connais Zazie, bon, Mais sans plus. C'est un monument, certes, mais c'est un monument que je laissais aux autres, mais que je respectais. Quoi que vous auriez vu dans quel état j'étais hier soir, croyez-moi, ça valait le détour. Et voir grandir la flamme de Bon, j'étais un peu torchon chiffon carpette. Hein. Torchon chiffon carpette. Une soirée de folie. D'ailleurs, j'ai la voix un petit peu cassée à cause de ça. Et du coup, c'était pas du tout prévu que je chante ça comme un con la veille du tournage d'un film que je vais faire sur Johnny Hallyday. Les beaux hasards de la vie. Ou alors c'était le destin. Mais je lui dois, entre autres, un très joli souvenir. Car il a contribué à mon année 2006, année absolument parfaite. 2006, car j'avais fait mes premières manifs anti-CPE. Même si je n'avais jamais vraiment compris ce que ça voulait dire. L'été était en feu grâce aux Bleus emmenés par Zidane jusqu'en finale de la Coupe du Monde, finale qu'on a perdue, mais c'était mémorable, mais surtout c'était d'un point de vue cinématographique que cette année-là, j'ai enchaîné les coups de cœur personnels. Camping, en avril 2006, on en a parlé. Un film qui m'avait regonflé le moral pour 10 ans. J'ai un piège à guêpe. Je mets de la menthe au fond de la bouteille, la guêpe est attirée par le sirop, elle passe par le trou, elle peut plus ressortir, et elle meurt d'asphyxie. Ou de diabète. C'est con une guêpe. Nos jours heureux est sorti en juillet 2006, durant la Coupe du Monde. Et du coup, je l'avais raté à l'époque. Mais il m'a fait le même effet, même si je l'ai découvert bien plus tard. Ça fait du bien un peu de calme, non?
À savoir qu'il m'a également regonflé le moral pour 10 ans. En 2006, on avait également Je vais bien, ne t'en fais pas, dans un tout autre genre. Lui te flinguait le moral pour 10 ans. Mais très beau film. Je pense aussi à Poltergeist, on en a parlé également à Halloween dernier. Mais en octobre 2006, on avait assisté à cette étrange comédie mêlant humour et fantastique. Mais au départ de cette année 2006, il y avait aussi la sortie début avril de Jean-Philippe, dont la bande-annonce m'avait intrigué. Tout comme l'émission Les Enfants de la télé qui lui était consacrée, car à l'instar de Poltergeist, on allait voir une comédie française qui amenait une dimension surnaturelle. C'est quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Je vais la fermer, je t'en colle une. Ce qui était rare. Et bien que ce monde alternatif sans Johnny ne m'intéressait pas spécialement, Qui a fait ça? Qui a osé faire ça? c'est le concept du fan sans son idole, et cette histoire de ce même fan qui apprend à son idole ses propres chansons, et donc par extension cette rencontre entre un fan et son public numéro 1, qui m'intéressait particulièrement. On m'a volé tous mes disques de Johnny Hallyday, sans compter la collection d'objets collector. Les disques de qui? Et les meilleures comédies, c'est toujours une histoire de rencontre. Le film dont nous allons parler aujourd'hui est un film sur le destin. Et l'origine de ce film démarre en 1985, sur le tournage du film, Conseil de famille, qui réunit à l'écran Johnny Hallyday et Fabrice Lucchini. Ils sympathisent instantanément, Fabrice Lucchini appréciant énormément ses chansons et ayant globalement les mêmes goûts musicaux. Et on a passé quelques soirs ensemble où à la fin, bon, quand on a tous bu un coup, qu'on a tous bien mangé, bien bu, il montait sur la table, il commençait à prendre une bouteille ou un balai ou n'importe quoi, il commençait à imiter ses chansons. Il n'était pas rare que Lucchini imite Johnny dans des soirées, bien arrosées, ou bien à la télévision, ou même sur scène, Lucchini étant vraiment fan de Johnny Hallyday dans la vie. Pourtant, lorsque le scénario de Jean-Philippe est prêt, La pièce là-haut dans le grenier, c'est une blague, hein? Mais cette pièce a toujours été une blague. Te fous pas de ma gueule! il est refusé dans un premier temps à la fois par Johnny, ayant toujours refusé de jouer dans des films ayant pour thématique la musique, afin de vraiment séparer sa carrière musicale de sa carrière d'acteur. Cependant, la lecture du scénario l'emballe, tout comme la possibilité de jouer à nouveau avec Fabrice Lucchini. Laura, reviens ici! Je m'appelle Marion! Depuis quand tu t'appelles Marion? Depuis toujours? Ce dernier étant bien plus connu qu'en 1985, mais il restait à convaincre Fabrice Lucchini lui-même qui avait du mal à assimiler cette histoire de monde parallèle. Hier encore, j'étais fan de Johnny Hallyday. Ce matin, plus personne ne le connaît. Qui? Le rocker de tous les Français! Désolé, je sais pas qui c'est. Johnny ira lui-même voir Fabrice Lucchini après une représentation au théâtre pour essayer de le convaincre. N'acceptant de faire le film que si lui en fait partie. Et c'est la femme et la fille de l'acteur qui, ayant lu le scénario, tentent de le convaincre, particulièrement emballé, et lui expliquant le potentiel de certaines scènes, notamment celles autour des chansons que Fabrice chanterait, dans un état d'ébriété, dans la rue. C'est à la lecture de ce passage précis, sur quoi ma gueule, qu'il a pris cette décision. Il fera Jean-Philippe. Oh non! Il paraît qu'il signe de son vrai nom, Jean-Philippe Smet. Son vrai nom? Mais pourquoi je n'y ai pas pensé? Mais le scénario sera retravaillé, et ce, plusieurs fois. La première version, ayant été écrite en moins de 2 mois, ce sont les repérages des lieux de tournage qui vont complexifier l'écriture du film, notamment par rapport aux lieux où chacun résidera et qui doivent être pas très loin l'un de l'autre. Mais avant de parler des lieux de tournage, de quoi parle Jean-Philippe, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Je voudrais parler à monsieur Jean-Philippe Smet. Ouais, c'est pourquoi? Le film part de Fabrice, un cadre moyen d'une entreprise qu'on ne connaît pas vraiment, mais qui s'ennuie dans son travail. Il se détache même de sa femme Babette, ou Babette Etienne du coup, l'une des 4 gendarmettes du Gendarme et les Gendarmettes, qui à l'époque était encore la femme de Johnny Hallyday, même s'ils étaient déjà en train de se séparer durant le tournage du film, on en a parlé. Ce qui pourrait vouloir dire, si on creuse un peu, que le personnage de Fabrice, Lucchini, aurait épousé cette femme-là, parce qu'elle s'appelle Babette? Peut-être. Et de sa fille Laura, prénom qu'il a choisi en hommage de la chanson de Johnny pour sa fille, qui s'appelle Laura. À tous les étudiants, si la voix prend la parole aujourd'hui, c'est pour vous annoncer une triste nouvelle. C'est le cœur lourd que la voix vous annonce que la France perd un monument de la chanson française qui s'est éteint dans la nuit. Johnny Hallyday. Oh! Il restera dans le cœur des Français et de la voix. Oh non! C'est tout pour le moment. Wow!
Eh ben, la France, elle perd un énorme chanteur, un grand chanteur. Quoi. Moi, c'est grâce à lui que je m'appelle Laura. Et oui, sa fille, elle s'appelait Laura. Et sa seule passion, qui le maintient en vie, c'est Johnny Hallyday, dont il écoute les musiques du soir au matin, et détenant une pièce remplie d'objets collector, un sanctuaire, un refuge, la plus importante collection de son département, comme il le précise à un moment dans le film. Collection consacrée à Johnny Hallyday, la plus importante du département d'ailleurs. Et ce matin... C'est ça ? Alors qu'il enterre la morosité de sa vie dans l'alcool dans un bar, il se fait frapper par un voisin mécontent et s'évanouit. Lorsqu'il se réveille à l'hôpital, il est en quête de repères et cherche désespérément du Johnny à la radio. Mais rien. Il se décide alors à sortir et réalise assez rapidement que Johnny a disparu de la Terre. Non, arrêtez, vous connaissez Johnny Hallyday? Absolument pas, non, je suis désolé, monsieur. Oh non! Même sa collection a laissé place à une vulgaire collection de canettes de bière. N'ayant plus rien pour animer sa vie, il décide de retrouver Jean-Philippe Smet, le vrai nom de Johnny Hallyday, et il va tenter en le retrouvant de lui faire prendre conscience de son destin, même tardif. De toute façon, vous finirez bien par savoir qui vous êtes vraiment. C'est pas par hasard si vous avez appelé votre bowling comme ça. Vous avez toujours rêvé d'y être. Je le disais tout à l'heure dans l'écriture du scénario que plusieurs lieux avaient été envisagés pour raconter cette histoire. Car au départ, tout devait se passer en Bretagne. Fabrice devait même basculer d'un monde à l'autre en se noyant dans un port breton. Cette version sera abandonnée pour que Fabrice soit simplement foudroyé par l'orage. Ça ne conviendra pas non plus, et ça sera finalement remplacé tout simplement par le fameux coup de poing que vous voyez dans le film. Heureusement d'ailleurs que ça a été réécrit dans ce sens-là, parce que c'est cette scène précise qui va faire basculer Fabrice Lucchini pour accepter de tourner ce film-là. Peut-être qu'en laissant la version où il se noie, où il prend la foudre, il aurait pas accroché. Et je l'aurais compris. Une autre version du scénario voyait Fabrice travailler non pas dans un bureau, probablement à la Défense, mais dans un salon de coiffure. Au départ, il aurait d'ailleurs été propriétaire de plusieurs salons, en tout cas dans la version où Johnny existe, le monde A dans lequel on débute le film. Mais dans le monde dans lequel il se réveille, disons le monde B, version dans laquelle sa fille ne s'appelle pas Laura mais Marion. Enfin, bordel, depuis quand Laura s'appelle Marion? Depuis toujours. Fabrice n'est qu'employé, et d'un seul et unique salon de coiffure. En gros, son amour inconditionnel pour Johnny Hallyday va quelque part le booster, tel qu'on le voit dans le film, et va lui permettre d'atteindre un certain niveau social, même s'il vit dans une petite maison de banlieue, modeste, et qu'il n'a pas l'air de faire un travail extraordinaire non plus. Votre bureau. À quelle heure est la réunion déjà? 9h30. On se rend compte quand même que grâce à sa passion, ça l'aura quand même porté un minimum vers un poste honorable. En tout cas pour lui, parce qu'il n'y a aucun poste qui soit pas honorable. Mais dans le monde où Johnny n'a pas été là dans sa vie, c'est lui le secrétaire de sa secrétaire. Donc ça montre que sans motivation, sans passion, la vie n'est pas la même. Edith, s'il vous plaît. Vous voulez bien aller me chercher un café? Pour les besoins du scénario, Fabrice Lucchini apprendra à jouer de la guitare pour l'une des scènes clés du film, celle qui se passera à Quiberon. Elle est jolie cette chanson. Je savais pas que tu jouais de la guitare. Scène mémorable où il enseigne à Jean-Philippe sa propre chanson, Quelque chose de Tennessee. Quand j'étais jeune, j'ai vaguement gratté pour épater trois pauvres nanas. Tiens, je te laisse essayer. Le film sera tourné de juin à septembre 2005 et nécessite des moyens logistiques assez importants. Surtout avec un budget assez limité à 13 millions d'euros. Lorsque la décision sera prise de tourner principalement en banlieue parisienne, ce qui convenait plus à Johnny, plus de 10 000 km seront parcourus pour trouver les zones pavillonnaires adaptées au domicile de Fabrice et de Jean-Philippe. Des quartiers résidentiels authentiques, comme par exemple la maison de Johnny, dont le portail sera enlevé et remplacé par un portail qui ressemble plus à un ranch, à l'américaine, la maison ayant été sélectionnée justement pour cela. Mais elle existe réellement, ce qui va impliquer d'enlever temporairement la véritable famille qui y logeait pour les besoins du film, les peintures étant refaites et les pièces remeublées, mais tout sera bien entendu remis à l'identique à la fin du tournage. Car ce sont encore une fois de vraies familles qui ont été relogées par la production pour le besoin des scènes. Mais il n'y a pas que dans la maison qu'il y avait des vraies personnes qui vivaient. Tout le quartier résidentiel aux alentours aura vent de la présence de la star pour le tournage du film, et un véritable cordon de sécurité sera employé au quotidien pour ne pas perturber le tournage, bien qu'aucun débordement n'ait été à déplorer entre les fans et Johnny. Au contraire même, Johnny se rendant régulièrement au jardin, ou dans la rue, ou dans les alentours, à la rencontre de ses fans. Fabrice Lucchini se souvient d'ailleurs de cette maison. On tournait dans une maison, dans un pavillon de banlieue, qui était très confortable, assez cosy. Mais toutes les bandes techniciens, il y avait pas mal de bobos, un peu chic, qui n'aimaient pas du tout cette maison, qui la trouvaient, qui avait trop de vis-à-vis.
Et puis, ils sont tous partis et on s'est retrouvés que tous les deux dans la maison. Et à un moment, Johnny s'est tourné vers moi et m'a dit une phrase très simple. Il m'a dit, moi j'aime beaucoup cette maison. Et je pense qu'il n'y a pas plus belle définition. C'est-à-dire qu'il faisait partie des immenses stars qui enlèvent toute intimidation. Et quand vous étiez à côté de lui, il te donnait l'illusion ou la réalité, je ne sais pas, qu'il n'était pas cette incroyable légende. Il avait une manipulation de la simplicité qui était prodigieuse. Pour le lieu particulièrement important de la rencontre entre le fan et la superstar anonyme, le bowling, 3 lieux différents seront utilisés et recoupés pour avoir le lieu idéal, car le bowling parfait n'existait pas. Il y aura donc, pour les besoins du film, un bowling rien que pour l'extérieur, pour les prises de vue depuis le parking, un pour le bowling en intérieur, quand on voit les pistes de jeu, et un 3e lieu, rien que pour les toilettes, le lieu de la rencontre entre les 2 personnages. Antoine Duléry, qui joue la copie de Johnny Hallyday qui réussit à sa place dans le film, est un très bon ami dans la vie de Johnny. On n'est pas plutôt avec Chris Summer? Avec qui? Chris Summer. Mais c'est qui ça? Et c'est aussi grâce à lui, en partie, que le film pourra se faire, car c'est lui qui va présenter Johnny Hallyday au réalisateur. Et c'est ainsi que le film a pu se faire au final. Mais c'est aussi grâce au réalisateur que Benoît Poelvoorde a pu tourner, ne serait-ce qu'une journée dans le film, dans un caméo, une idée qui n'était pas écrite telle quelle dans le scénario, puisqu'au départ, c'était Florent Pagny qui était prévu, en guest star, en jouant une version de lui-même qui n'était évidemment pas connue. Alors un conseil, arrêtez les imitations, devenez acteur, ça peut être énorme. Mais ce sont les producteurs qui ont eu cette idée de faire un hommage direct à Podium, qui était sorti en 2004. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Mais Benoît Poelvoorde ne le fera pas de gaieté de cœur. En effet, le tournage de Podium n'était pas un bon souvenir, car c'était un véritable cauchemar pour l'acteur, qui avait fait allergie sur allergie à la colle qui lui permettait de tenir sa perruque sur son crâne. Cette même colle qu'il va donc retrouver 2 ans plus tard, qui lui provoquera les mêmes allergies, mais qu'il supportera cette journée-là, car il connaît bien le réalisateur de Jean-Philippe et souhaitait lui rendre service. Ouais, c'est pas con. Attends, pourquoi pas? Mais le gros morceau du film et le clou du spectacle, c'est le concert final au Stade de France, durant lequel Jean-Philippe va usurper la place de son rival pour reconquérir son public et reprendre sa place. Il était bien évidemment impossible de tourner pendant un vrai concert au Stade de France. Donc le Stade de France a dû être reconstitué à l'écran. Et c'était très complexe. Entre vrais plans du Stade de France, vus depuis un hélicoptère, avec des rajouts de lumière en post-production, ou les plans moyennement rapprochés qui nécessitaient l'emploi de 800 figurants, dans un décor reconstitué cette fois-ci sur une base militaire, 800 figurants à qui on va demander de huer Johnny au début, ce qu'ils auront beaucoup de mal à faire. Et enfin, en ce qui concerne les coulisses du Stade de France, le backstage du vrai Stade de France ne convenait pas du tout pour le réalisateur pour les prises de vue. Il choisira donc de tourner les intérieurs au Stade Charletti. Le tout mélangé à certains moments avec de vraies images de concerts de Johnny au Stade de France, avec un mélange de vrai et de faux, qui se mélange avec des instants recréés, notamment avec tout ce qui est pyrotechnie et projecteurs qui pour le coup étaient authentiques. Honnêtement, et surtout au cinéma, parce que je l'avais vu au cinéma, la salle était complètement folle, et j'étais comme un fou. C'était incroyable. Alors évidemment, les 800 figurants ont été multipliés numériquement pour avoir un stade plein. Mais honnêtement, ça ne se voit pas du tout. Alors maintenant, quand on le sait, on se rend compte qu'il y a des trucs un petit peu trop gros dans le ciel, des ballons dirigeables. Évidemment qu'il y a du numérique. Mais je vous dis, à l'époque, en 2006, c'était pas courant qu'on ait ce genre de film à effet visuel dans le cinéma français. Il y en a quelques-uns, mais c'était pas courant. On avait vu par exemple Didier, on verra Poltergeist la même année, mais avec ce mélange de vrai numérique, d'ajout de vraies pyrotechnies, de vrais effets de lumière. En utilisant les images d'archives de Johnny au Stade de France, tout ça mélangé ensemble, c'est super efficace même maintenant. Même en 2025 et au-delà. Il y a même un insert qui a été ajouté au dernier moment, c'est celui où en début de film, alors qu'on est au Stade de France déjà, hein, mais celui où on voit Johnny Hallyday sur scène qui balance ses lunettes dans une foule et que c'est Fabrice qui attrape les lunettes. Une rencontre un peu avant l'heure.
Une scène qui a vraiment été forcée par les producteurs parce qu'ils voulaient qu'il y ait déjà un lien au début. Et du coup, pour insérer ça au dernier moment, ils ont juste fait un petit raccord avec une trentaine de figurants autour de Fabrice Lucchini. Peut-être que cet ajout-là en particulier fait peut-être un peu trop et que c'était pas forcément indispensable. Pour Fabrice, amitié Johnny Hallyday. C'est vrai? Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Surtout que ça colle pas tout à fait. Quand il est au boulot au début du film, il est très fier de montrer un autographe de Johnny, alors qu'il l'a peut-être pas fait en personne. Non, je demande juste parce que j'ai un copain dans la banque qui voit passer pas mal de gros dossiers, dont Johnny Hallyday. Alors que s'il a vraiment eu ses propres lunettes, ça a beaucoup plus de valeur, quoi. Il y en a qu'une paire de lunettes. Et il paraît qu'il signe de son vrai nom, Jean-Philippe Smet. Alors ça, je vais te dire un truc, je demande à voir. Alors que des autographes, il y en a plein. Donc on voit que ça a été rajouté. En tout cas, cette séance au cinéma et cette espèce de concert qu'on vit dans la salle de ciné, parce que tout le monde chantait, et ben j'avais pris une claque à l'époque. Une claque visuelle, une claque sonore, ça m'avait beaucoup marqué. La preuve hier soir. Voilà. Je le paye encore aujourd'hui. Bref, la scène du concert dans un stade de France reconstitué a été tournée en 6 nuits. 6 nuits consécutives, un régal pour les figurants qui assisteront à plus de 50 versions d'Allumer le feu. Une autre scène de cette fin de film a connu plusieurs versions. Celle où le personnage joué par Antoine Duléry se brûle sur scène suite à une fausse manip, en backstage, en tout cas en apparence, du personnage de Lucchini, car c'est grâce à cet accident que la bascule se fait et que Johnny a sa chance. Mais le scénario d'origine suggérait que cette manip soit intentionnelle de la part de Fabrice, alors que la version qu'on aura retenue au final sera celle de l'accident, ou du hasard, qui fait plutôt bien les choses, bref, ce qui renforce le côté destin du film. Car après tout, tout était peut-être écrit. D'ailleurs, dans cette même scène, au montage final, juste avant que Johnny commence à chanter, lorsqu'il avance au premier plan et compte saisir sa chance devant un public qui n'était pourtant pas venu pour lui, il y a un plan grue au-dessus de Johnny qui était bien trop loin à l'écran. Et c'est en post-production qu'ils ont eu l'idée de compiler les répliques importantes du film pour meubler. Vous êtes né le 15 juin 1943 à Paris. Tout ça me paraît tellement... On a l'impression qu'en fait les deux époques, que les deux dimensions en fait vont se superposer, vont fusionner. Vous avez été élevé par votre tante, De toute façon, qu'est-ce que ça peut faire, tout ça s'est dépassé. Comme si on rattrapait 40 ans de carrière d'un seul coup, et ça se ressent d'autant plus quand Lucchini est assommé et qu'il a l'impression du devoir accompli. Tu te dis, c'est bon, on a rattrapé l'époque A, où juste Johnny est Johnny. Même si on peut se poser la question de, est-ce que Johnny et Fabrice se connaissent? En tout cas, je le ressens comme ça. La mise en scène suggère cette fusion des deux mondes, il n'y en a plus qu'un. C'est l'une des très nombreuses bonnes idées de mise en scène qu'on a dans Jean-Philippe, dont on va parler dans un instant, parce qu'on va parler un petit peu du film quand même, mais avant ça, il reste 2-3 anecdotes que je devais vous partager. Autre scène compliquée, le tournage de la scène des canettes de bière. La nouvelle collection, par défaut, que va subir le personnage de Fabrice, dont le tournage va connaître deux principales difficultés. La première, c'est celle où on découvre, lorsqu'il allume la lumière, la pièce pour la première fois, avec une musique décalée, ajoutée en post-prod, qui amène le rire. Mais cette scène ne convenait pas au producteur, et c'est le réalisateur qui va devoir imposer cette musique décalée, alors que les producteurs avaient plutôt l'idée d'un instant sobre, dramatique, sans musique, mais à la vue de la réaction en salle, avec les rires du public, ils se rendirent tous compte que cela avait fonctionné et que le réalisateur avait bien fait de maintenir sa vision. La deuxième difficulté étant le pétage de câble dans un second temps de Fabrice, qui, se rendant compte que Johnny n'existe pas, détruit sa collection de rage. Une prise avec un seul essai possible, tant repositionner les canettes exactement de la même façon était impossible, ou en tout cas non sans provoquer des faux raccords, et surtout ça aurait été galère de tout remettre, alors autant ne rien rater du premier coup. Et il y avait donc pour ce faire 3 caméras ce jour-là, pour ne rien rater, une au niveau du sol, une au niveau du plafond, pour une scène soit en plongée soit en contre-plongée, et une à niveau normal sur le côté. Et pour finir avec les anecdotes sur la construction du film, c'est la toute dernière scène qui a été sujet à débat au dernier moment. Lorsque Fabrice se réveille à nouveau, pensant être revenu dans son monde, le monde A, et qu'il découvre que c'est lui cette fois-ci qui est connu, sous le nom de Fabrice Lucchini, cela peut paraître assez brutal, voire expédié pour le spectateur pour une fin de film, car rien n'est expliqué. Vous pouvez me signer un autographe, s'il vous plaît? Sachant que Johnny l'appelle comme par hasard pour enregistrer une chanson en duo. Oui. Alors Fabrice? Oui. C'est Johnny. Ce qui donnera lieu au générique de fin.
Mais le scénario original du film, qui comme on a pu le voir a subi plusieurs revisites, nous disait que le rêve de Fabrice dans la vie, c'était de devenir acteur. Ça ne sera jamais évoqué dans le film, et c'est au public de comprendre que c'était sans doute le but de sa vie, son rêve à la base, et que lui aussi avait dû faire face à un événement qui l'avait empêché de mener sa carrière à bien tel que son destin le prévoyait. Johnny Hallyday. Pour le coup, cette partie-là, je l'ai pris plus comme un gag final, histoire de finir le film parce qu'il fallait trouver un moyen d'en finir. Et c'était ce que je trouvais de moins réussi dans le film au final, ce qui est dommage, de mal finir le film. Une bonne fin, c'est important. C'était Johnny qui? Le Johnny Hallyday. Ça se serait peut-être mieux passé si on avait évoqué au moins une fois au cours d'un dialogue, notamment quand ils sont chez Johnny et qu'ils discutent tous les deux dans le salon, enfin, et qu'ils se livrent l'un à l'autre. Ça aurait été le moment de dire, bah moi aussi j'ai raté mon destin, j'aurais voulu être acteur. Ou on pouvait le dire à différents moments, avec sa fille, avec sa femme. Papa? Qu'est-ce que tu fais? Je cherche les trous noirs. I will tell you tonight. Mais Since I know you, Non, mais je... everything is alright. Alright. Ça n'a pas été abordé une seule fois. Mais en même temps, avoir deux fois la même histoire dans le film, deux personnages, un acteur et un chanteur qui ne se sont pas aboutis, qui n'ont pas connu le destin qu'ils auraient dû, en fait, on aurait perdu beaucoup de temps et en fait, c'était mieux de se concentrer sur un seul. Mais du coup, la fin ne colle pas. Le seul truc qu'ils ont trouvé, c'est cette blague avec Stallone et Rocky qui est assez drôle. Rentre-lui dedans! Rentre-lui dedans! Tu peux te dire que l'absence de Johnny a un impact au-delà de Fabrice, il a un impact sur le monde. C'est bon. C'est bon. Le monde est différent sans Johnny, ce n'est pas que Fabrice. Je connais pas ce film. Merde, pour Stallone non plus, ça n'a pas marché ici. En tout cas, raconter deux histoires, deux destins inaccomplis, ça aurait fait trop pour un seul film d'1h30, d'où le choix qu'ils ont fait. Et du coup, la transition est toute faite, il est temps de parler du film dans son entièreté. On est parti. Je me rappellerai à vie de ma séance pour Jean-Philippe. Un film qui m'avait agréablement surpris, comme tous les films que j'ai vus cette année-là en 2006, car c'était un film qui était rempli de bonnes idées de mise en scène, et ce, dès les premiers plans. Par exemple, commencer le film avec la chanson « L'envie » est un choix parfait pour montrer le manque d'envie justement du personnage joué par Fabrice Lucchini à se rendre dans son boulot, à vivre son quotidien, qui vit sa vie un peu comme un robot avec pour seul refuge Johnny et le sanctuaire qu'il s'était créé. Par ailleurs, lorsqu'il remet son casque en sortant de chez lui sur le chemin de son travail, la musique redevient forte comme elle était dans les premières secondes. C'était une super idée qu'on voyait pas souvent dans notre cinéma et qui aide instantanément à l'immersion du spectateur. On est dans la peau de Fabrice. Ça aide à s'authentifier au personnage non seulement parce qu'il aime Johnny et nous pas forcément, mais on sait ce qu'il ressent parce qu'on est tous accros à quelque chose. Heureusement d'ailleurs. On a tous une passion ou plusieurs passions qui nous maintiennent en vie, enfin qui nous font nous sentir vivants en tout cas. Pour certains c'est Johnny Hallyday, pourquoi pas? Pour d'autres c'est les jeux vidéo, le cinéma, la musique d'une manière générale, faire du sport, aller courir 3 fois par semaine, bref. Il y a plusieurs choses qui nous maintiennent en vie, en tout cas psychologiquement. Pour Fabrice, c'est Johnny, donc on ne peut que s'authentifier à la passion, et non pas à la passion en elle-même, mais au côté passionné du personnage. Ou par l'absence de passion mise à part lui. Bonjour. Et la construction de la première partie du film via les scénarios parallèles est, je trouve, très efficace. Le lieu de travail de Fabrice, qui a mis du temps également à être choisi parce que rien ne convenait, que l'on vit en 2 étapes, voire 3 avec la fin, mais surtout 2 étapes où Fabrice, ayant moyennement réussi, avec Johnny pour seule passion, a une secrétaire comme on le voit au début sous sa direction, dans le monde A comme on l'appelle, alors que dans le monde B, plus tard, il est secrétaire de sa secrétaire. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Fabrice, sur mon bureau? Les rôles sont inversés, ce que l'on voit bien par les 2 bureaux face à face, gauche et droite. Mais où je suis, moi? Bah là. Et en inversant juste les personnages de côté, on comprend dans quel monde on est, A ou B, simple et efficace. Oh, pardon. Oh, vous êtes vraiment cons, les gars. La scène du jus de tomate au distributeur aussi, c'est bien fait. Dans le monde A, il y a un employé victime de ses collègues, sans doute le moins gradé de l'équipe, qui lui font une blague de mauvais goût en lui commandant quelque chose qu'il n'a jamais commandé à la machine et qu'il ne boira sans doute pas. Ce qui, au passage, ne fait pas rire Fabrice. Le Fabrice du monde A. Mais dans le monde B, c'est Fabrice qui est la victime de cette même blague.
Et un potage, un. Mais vous êtes con, hein. Par ces leviers-là, je trouve que le film est extrêmement divertissant. On comprend tout de suite, grâce à la mise en scène, qui est qui fait quoi, qui pense quoi, qui va bien, qui va pas bien. Sachant que des comédies françaises avec un petit peu de surnaturel ou de choses pas expliquées, c'est rare, donc faut savourer. Je voudrais parler à monsieur Jean-Philippe Smet. La quête pour qu'il puisse trouver son idole via son nom et prénom et qui lui font parcourir un petit peu la France ou peut-être la région parisienne, c'est très sympa. Bonjour madame, je cherche monsieur Jean-Philippe Smet. C'est moi. On est dedans. Le temps qu'ils vont mettre quand ils se trouvent à sympathiser, ça va pas trop vite, ça tombe pas du ciel, il y a une méfiance. Je peux plus te voir ici. Jamais. Johnny ne va pas tomber dans le panneau comme ça, il va pas croire que son destin est déjà tout écrit. D'accord. Allez, dégage. Par un fan qui vient du futur, en gros. Vous êtes venu pour me descendre ou quoi? Ah non, 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 il est pas chargé. Bon bah je préfère que vous le rangiez quand même. Ça se fait de façon naturelle, sincère en fait. Et ça, on triche pas avec la sincérité. Et pourquoi je vivais dans cette baraque si j'avais vendu des millions de disques? Oh bah elle est quand même un peu plus grande que la mienne. Bon allez, ça va, moi je vais aller dormir. Vous devriez faire la même chose. Et sachant que les deux acteurs qui sont très bons et très complémentaires sont encadrés par une grosse poignée de très bons comédiens, souvent de second rôle, que l'on voit dans les différentes époques pendant tout le film. Tous les comédiens que l'on voit à l'écran, même le clochard avec qui Fabrice Lucchini parle, ce sont des seconds rôles qu'on a déjà vus plein de fois ailleurs et qui connaissent leur boulot. Le film est drôle quand il faut être drôle, le passage avec Rocky encore une fois, c'est génial, moi qui adore Rocky, ce gag a été fait pour moi, même si le réalisateur regrette d'avoir un peu raté le mixage, qu'à ce moment-là la musique soit trop forte et qu'il n'ait pas baissé juste pour laisser Lucchini sortir la réplique, parce que peut-être que la musique Eye of the Tiger prend le dessus et nous emporte sur le gag. Mais surtout le film fonctionne parce que Lucchini est Lucchini, Lucchini joue du Lucchini. Bon bah c'est très bien, maintenant tout le voisinage est au courant. En fait, en tout cas, il joue une version alternative de lui dans le film, donc forcément ça fait très naturel. Et Johnny fait du Johnny. On peut dire ce qu'on veut de Johnny acteur, sachant que Johnny, il est vraiment à l'américaine. Aux États-Unis, comme il disait Johnny, il y a souvent beaucoup d'acteurs qui sont des artistes complets, qui font de la musique, qui dansent, qui chantent, qui sont acteurs. En France, on peut citer Eddie Mitchell qui fait à peu près pareil. C'est quoi ça? C'est un texte que j'ai écrit pour ta naissance. Ah ouais? Mais on peut pas dire dans ce film-là que Johnny joue mal. Il joue du Johnny. Je pourrais lire? Si ça te fait plaisir. Bien. Qui peut dire s'il joue bien ou mal son propre rôle? Impossible à dire. En tout cas, ça lui permet de jouer tout à fait sincèrement. Et leur meilleur moment à tous les deux reste le moment sur la plage à Quiberon. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Où Fabrice, le fan, écrit la chanson à son idole, chanson qu'il découvre en direct et qu'il joue en improvisé devant lui. Volonté de prolonger la nuit. Un concert privé, un passage absolument magnifique. Et tu déchiffres comme ça? Ah oui, c'est écrit. Il n'y a vraiment que la fin du film, après le concert, qui me semble légèrement bâclée. Au-delà du vedettariat soudain de Fabrice Lucchini, qui, comme je l'ai dit, n'a jamais été amorcé dans le film, ça n'a pas vraiment de sens. S'il était vraiment devenu acteur, pourquoi le voir aller travailler comme avant? Bien que la réaction de ses anciens collègues d'une autre vie soit drôle, quand ils découvrent que Fabrice Lucchini est assis chez eux. Mais on peut se demander comment Lucchini pourrait être acteur sans s'en souvenir. Là où la mise en scène autour de Johnny, qui allume littéralement le feu au Stade de France, suggère qu'à ce moment précis, le monde tourne à nouveau à l'endroit, dans le bon sens, et que les deux mondes parallèles auraient quelque part fusionné. La mise en scène suggère que ça passe pour le personnage de Jean-Philippe, moins pour le personnage de Fabrice, qui fait plus office de gag final que d'apothéose pour le personnage. Sachant que le film fait à peine 1h30, mais 1h30 pile, je pense qu'il y avait 10 minutes de plus à trouver pour que ça fasse 1h40 et que ce soit un petit peu plus équilibré sur la fin, et que le film ne soit pas juste un défouloir génial, ce qu'il est, pour plonger un fan dans la vie de son idole, ce que tout le monde rêve de vivre. Vous pourrez me dire en commentaire quelle est votre idole à vous dont vous auriez aimé partager l'expérience. Mais du coup, finalement, le film Jean-Philippe, c'est peut-être juste un défouloir avec quelque chose de pas expliqué. Pourquoi est-ce qu'on change de monde 3 fois? Moi, j'ai pas eu de mal à rentrer dans l'univers du film, parce que moi, ça m'intéresse à ce que ça peut amener comme décalage, mais je peux comprendre que certains, ça les rebute, de se dire que pourquoi on se prend un coup de poing, on change de monde. Voilà, je comprendrai que certains n'aient pas apprécié à cause de ça. Vous me direz dans les commentaires si c'est votre cas ou pas. Moi, j'ai pas de mal en comédie de faire abstraction des détails juste pour arriver au comique. Et c'est tout ce que j'ai envie de dire sur Jean-Philippe. Un très bon moment que je n'attendais pas à ce niveau-là quand je l'ai vu au cinéma, que je regarde toujours avec plaisir. C'est un feel-good movie, comme on en a parlé de temps en temps, qui donne toujours le sourire, qui donne toujours l'énergie, soit via la musique de Johnny, soit via la musique de Rocky. Les deux ensemble, ça fonctionne pas mal. C'est de la bonne humeur communicative, et ça fait du bien, par les temps qui courent, d'avoir de la bonne humeur. Vous le faites exprès, là, non? Vous le faites exprès. Et c'est quoi, ce bordel? Si vous connaissez pas Jean-Philippe, je vous conseille d'aller le voir, je vous le recommande. Que vous aimiez Johnny ou pas n'est pas une raison. C'est un film à part entière, ce n'est pas que pour les fans de Johnny.
même s'ils sont très nombreux. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à dire à YouTube que vous êtes passé par là en mettant un j'aime, en mettant un commentaire, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour que d'autres la voient. En tout cas, ce serait gentil à vous si vous le faisiez et je vous fais des bisous pour ça. Et en attendant, on se retrouve dans quelques jours pour un autre sujet, une autre vidéo. Et d'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.